Salut à tous, les Minnesota Timberwolves en mode My League, c'est dans cet épisode, et ça continuera avec d'autres vidéos après celle-là. Il y a pas mal de choses à dire. Déjà, c'est une franchise qui a a priori un de ceux sur lesquels tous les managers généraux de NBA aimeraient fonder leur équipe, Karl Anthony Towns. Mais qu'est-ce qu'on fait autour? C'est toute la question. Alors, je vais essayer de proposer des petites solutions, des petites réflexions sur tout ça. Déjà une petite précision, pourquoi tu fais un épisode 1 alors qu'il y a déjà eu des épisodes 1 et 2? Ouais, mais c'était du MyGM, et le MyGM sur NBA 2K20, il est pas pour moi cette année, parce qu'en fait, je pense pas que ce soit très opportun. Après, il y a aussi un autre sujet, en tout cas on l'a exploré, le MyGM, il était décevant. Autre sujet brûlant du moment, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, c'est l'éventualité selon laquelle Covington et Jeff Teague, ainsi qu'un tour de draft, hein, on se doute bien, on met une protection dessus, mais voilà, iraient du côté des Warriors parce que les Wolves rêveraient d'associer D'Angelo Russell, sur lequel ils lorgnaient déjà au moment de la free agency cet été, lorgnerait sur lui donc pour l'associer à Karl Anthony Towns. C'est vrai que c'est alléchant d'avoir une triplette, je dirais, même sur un quatuor si on ajoute même Culver qui peut se développer, bien sûr. Mais en tout cas, un trio, Russell, Towns, Wiggins qui reste encore une petite énigme, puisqu'après un bon début de saison, Wiggins s'est un petit peu calmé depuis, même s'il fait pas des stats dégueulasses. Bon, on en reparlera un petit peu plus loin. En tout cas, c'est vrai que dans les rêves les plus fous, réaliser cet assemblage pour sacrifier entre guillemets seulement Covington et Jeff Teague en contrat expirant pour D'Angelo Russell, moyennant 2 tours de draft, vous l'avez vu au passage, c'est tentant. On a envie de faire ça, surtout qu'on peut même aller combler un petit peu nos lacunes au poste 4 par quelqu'un comme Jeff Green qui a été coupé il y a peu par Utah. Ouais, mais j'ai choisi autre chose, une autre option dans cette partie, une option un petit peu plus basée sur la patience. Alors, déjà, attention, la partie commence, vous allez le voir, hein, elle commence au début de la saison. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé ce My League aussitôt que je me suis rendu compte, donc il y a longtemps, que le MyGM n'était pas vraiment exploitable cette année et qui était, on va dire, farci de trucs qui posaient des problèmes. Donc après, on a été comme d'habitude prendre classe de draft dont je vous parle à chaque fois. Voilà, on est vraiment au début de la saison. Début de saison où, pour être franc, il y a pas mal de questions qui se posent, et puis l'équilibre qu'on connaît actuellement en NBA n'était pas du tout prévisible pour certaines équipes. On en retouchera un mot après. Au poste de meneur, Jeff Teague et Shabazz Napier. Au poste d'arrière, on va dire Jared Culver, dont on ne connaît pas grand chose à ce stade-là, et Okoji notamment. Au poste d'ailier, on a Layman, Trevor Graham aussi, mais surtout Covington et Wiggins, avec le jeune Bates Diop qui n'est peut-être pas à négliger pour la suite. Ça, c'est quelque chose qu'il faut voir. Moi, je pense plutôt le faire jouer poste 4, hein, mais pourquoi pas. Noah Vonleh et Jordan Bell, ainsi que le rookie Naz Reid, qui viennent compléter comme ça un poste 4 un peu pauvre, on va dire. Et Gorgui Dieng et Karl Anthony Towns au poste 5. Gorgui Dieng avec son gros contrat que l'on m'avait forcé à échanger en MyGM, mais que je ne compte absolument pas échanger là du tout en My League, puisque on m'obligera à rien, hein, c'est du My League. À partir de là, il n'y aura pas d'exigence de proprio et compagnie. Et moi, Gorgui Dieng, malgré son contrat qui reste encore 2 ans à ce stade-là, hein, 2 ans à 16 millions, hein, donc c'est assez lourd, il faut quand même l'avouer. C'est un contrat qui avait été donné à l'époque par Thibodeau, quand il avait comme ça distribué des contrats un petit peu douteux, notamment à l'été 2016. Mais en tout cas, c'est du passé. 2017 aussi, il y a eu des contrats assez dramatiques du côté des Wolves, alors qu'il y avait de la flexibilité, hein. Il y avait de la flexibilité, et ce qui a été fait à ce moment-là, ça explique pourquoi les Wolves en sont là aujourd'hui. Pour moi, il faut remonter 2-3 ans en arrière pour comprendre l'état des Timberwolves, qui sont du coup
un petit peu coincé parce que il y a 2 contrats max qui ont été, alors quoi, j'ajuste un petit peu, je parle pendant que j'ajuste mes petits paramètres de début de partie de manière assez traditionnelle. Je pense pas que ça mérite des milliards de commentaires, justement, sur ça j'en profite pour donner quelques généralités sur les Wolves. Il y a 2 contrats max qui sont attribués à Andrew Wiggins et Karl Anthony Towns, qui sont tous les deux des premiers choix de draft. Donc, a priori, un premier choix de draft qui reçoit un contrat max, c'est pas vraiment illogique. Après, il y a eu cet échange, vous vous souvenez, avec Jimmy Butler, qui avait permis de ramener Saric et Covington. Saric a été abandonné, et les Suns s'en sont saisis, bien évidemment. Et du coup, avec le contrat de Jeff Teague et celui de Gorgui Dieng que j'évoquais, plus Covington, ben on est bouclé au niveau salarial. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de marge. Et tout ce qui doit être recruté, après voilà, j'avance la saison un peu, je vais aller vite là sur le tout début, mais on vise déjà un certain positionnement dans la ligue à ce stade-là. Moi j'anticipe là déjà une place hors des playoffs à ce stade-là. Je rappelle, on est en fin septembre, on n'a pas encore vu un seul match NBA et on a des gros doutes sur ce que les Wolves peuvent vraiment proposer en cette saison 2019-2020. Donc voilà. Et c'est vrai que du coup je cible moi plutôt du lottery pick pour ce qui est du scouting par rapport au futur prospect de la draft 2020. Donc il y a 2 contrats max. Est-ce que Wiggins le mérite ou pas? Bon, je vous renvoie à la vidéo de Blight qui a tout dit ce qu'il y avait à dire sur ce sujet-là, et il y a bien longtemps, parce que non seulement il dit des choses vraies, mais en plus il les dit longtemps à l'avance et avant que tout le monde s'en rende compte, donc très bien. Bravo. Mais ici, on va aller au-delà, et moi je vais plutôt m'inscrire. Vous avez vu Naz Reid, il est intéressant quand même. Il est intéressant ce rookie, donc je pense que ça vaut le coup de lui donner des minutes pour essayer de le développer, parce qu'on ne peut pas exister seulement avec 5 ou 6 joueurs. Il faut avoir un banc aussi, et ce banc, pourquoi est-ce que Naz Reid ne pourrait pas en être un des éléments forts sur le moyen terme? En tout cas, c'est une possibilité. Je pense qu'en tout cas, sur ces Timberwolves, il faut faire preuve de patience, et moi j'ai choisi de ne pas effectuer de trade sauvage de début de partie en profitant des largesses sur Touquet de l'IA, qui est capable de vous lâcher un Russell All-Star. Ok, c'est un All-Star à l'Est l'année dernière, mais quand même All-Star contre Covington plus Teague. Allez, franchement, excusez-moi de ne pas trop y croire. Voilà, je ne pense pas en fait que ça puisse être réellement une option à laquelle les Warriors puissent s'intéresser sérieusement. J'ai bien dit ça. C'est pas dans l'absolu, c'est pas une possibilité. Si, bien sûr. Mais est-ce que les Warriors ont intérêt à se dépêcher d'échanger D'Angelo Russell contre Covington plus Teague? Là, à ce stade de l'année, je parle, on est toute fin décembre 2019, comme la date que vous voyez affichée. Je ne pense absolument pas que les Warriors aient besoin de cela. À ce stade-là, ils ont un contrat de 4 années pour D'Angelo Russell. Ils peuvent donc prendre leur temps, et nul doute qu'une très très bonne offre qui leur plaira arrivera tôt ou tard pour un joueur, D'Angelo Russell, qui, à mon sens, a été un petit cadeau de Kevin Durant quand il est parti des Warriors, puisqu'il y a eu sign and trade avec comme ça D'Angelo qui passe dans l'autre camp. Pour moi, c'est juste une monnaie d'échange future, D'Angelo Russell, du point de vue des Warriors. Donc voilà, je vais donner mon point de vue. Chacun a le sien, et tout à fait discutable. On peut tous argumenter dans un sens ou dans l'autre. Toujours est-il qu'en ce début janvier 2020, les Timberwolves, alors qu'on voit que Karl Anthony Towns, est-ce qu'il est présent? Oui, il peut être All-Star à ce stade-là, ce que je crois être tout à fait réaliste d'ailleurs, pour en parler, puisque c'est à l'actualité du moment. On va voter, on vote déjà d'ailleurs pour le All-Star Game, en tout cas ceux que ça intéresse. On propose des trades
Les Timberwolves ont un bilan un petit peu négatif hein, à ce stade-là. Les playoffs, c'est tangent, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est plus que tangent d'ailleurs. C'est pas forcément très très bien barré. Hein. 20-23 avant de jouer contre les Chicago Bulls. Chicago Bulls qui nous mettent une avoine. Bon, très bien. Il faut accepter tout ça. 20 et 24, ce qui veut dire voilà, on s'éloigne un petit peu. On est maintenant à un match et demi des Kings par exemple qui sont en 8ème position à ce stade-là. Match contre les Rockets. Je vais bientôt prendre la manette, hein, vous inquiétez pas. On va avoir du gameplay à certains moments, évidemment avec ces Wolves qui sont un régal à jouer. Et par contre en simulation, ça se passe pas génialement bien. Tiens, une défaite qui augure de certaines choses, c'est que OKC, vous avez vu, c'est marrant, similarité avec ce qu'on observe dans la NBA. Et je vous avoue que quand j'avais au début d'année assisté à ça, je m'étais dit, ouais, le jeu, n'importe quoi, OKC, qui se retrouve à faire les playoffs. Vous vous souvenez, qui est-ce qui donnait une chance à OKC cette année de faire quelque chose de bien? Eh ben, pas grand monde. Et ben, pourtant, ils sont 7ème, et puis, à l'heure où je parle, ils sortent d'une victoire arrachée, certes, mais à Toronto, hein, ce qui est toujours un baromètre pour une équipe. Aller gagner à Toronto, c'est jamais facile. Vous avez vu, ça a progressé un petit peu. Ça a un petit peu progressé, c'est sympa. Parce qu'on a quand même un certain nombre de jeunes joueurs hein, qui ont la possibilité de bien progresser avec l'entraînement. Donc, régal de ce côté-là. Jake Layman me pose des questions à ce stade-là parce que je ne l'utilise pas assez et le mec est mécontent. Il a un malus de morale là qui est assez prononcé, on va dire. Et puis moi, comme ça va pas trop, je me mets à superviser carrément des mecs du top 5. On sait jamais, des fois qu'on arriverait à monter à la draft. C'est une possibilité. Hein. Donc je regarde. Il y en a aussi comme possibilité de trade. En fait, il y a Siakam qu'on pourrait arriver à choper. Et ça, j'estime que c'est totalement irréaliste. Parce que Pascal Siakam, on sait à quel point il est lié à Toronto. Et d'ailleurs, avant même que la saison commence, mais juste après mon début de partie, Siakam avait négocié une extension avec les Raptors. Donc je me suis interdit d'aller le chercher. Voilà. Vous allez me dire, je m'interdis beaucoup de choses. Oui, je m'interdis d'aller prendre Russell sur un malentendu. Je m'interdis de prendre Siakam parce que ça me semble pas très réaliste. Oui, ça fait partie. Alors par exemple aussi là on a les trades parce que les Rockets, j'avais pas verrouillé Mirotic dans la partie. Alors c'est que Mirotic a signé 3 ans à Barcelone, mais du coup les Rockets qui l'ont recruté, là ça fait plus que 3-4 mois, nous proposent un trade mettant en jeu Mirotic. Mais non, no way les gars, no way. On veut pas, même si Mirotic en soi ne serait pas idiot comme ajout à cet effectif, hein, faut quand même le dire. Hein. Donc là, je cherche quelque chose pour Jake Layman. C'est pas que je ne l'aime pas. Au contraire, c'est un joueur que j'aime bien. Mais c'est plutôt que dans ma rotation, je n'ai pas la place pour lui donner les minutes qu'on pourrait donner. Du coup, je vais plutôt aller chercher un tour de draft en échange, puisque je pars quand même du principe qu'on est encore en reconstruction et qu'il y a peut-être des jeunes qui pourraient, on va dire, compléter cet effectif, en tout cas venir renforcer, à apporter du talent. Du coup, voilà. J'ai cherché un tour de draft protégé là du côté des Hawks. Les Hawks qui sont blindés en termes de tour de draft, hein, donc il n'y a pas non plus, on n'est pas en train de les déshabiller. Et puis je pense pas que ce soit non plus irréaliste, par contre, d'aller prendre un tour. Je crois que c'est celui des Nets qui est protégé. D'aller prendre un tour des Hawks, ça me paraît pas délirant, parce que les Hawks ils ont aussi pas mal de jeunes. Ils pourraient peut-être passer à autre chose au niveau de leur stratégie globale et notamment peut-être essayer de faire grandir cette équipe plutôt que d'ajouter trop de talents, de jeunes talents. Hein. Donc là, je suis entre-temps passé sur des ajustements d'entraînement où je choisis la polyvalence à certains postes pour mes joueurs. Hein. Majoritairement, c'est de la polyvalence que je vise parce que je suis pas encore dans la spécialisation. Je préfère que tout le monde progresse un petit peu de manière on va dire à devenir un peu des two-way players, hein, c'est le terme à la mode, mais malheureusement,
il dit bien ce qu'il veut dire, hein, je peux pas utiliser un autre. Vous avez vu, ça a progressé encore, c'est assez sympathique de voir que nos jeunes n'arrêtent pas de progresser. On a la trade deadline, on a bougé le jeune Lehman, mais intransférables sont ceux-là, a priori, à ce stade-là. Donc Okogie ainsi que Culver. Vous avez vu, voilà le petit tour des Nets qu'on a récupéré. On aura donc 2 premiers tours à la draft 2020. Donc Okogie, Culver, Towns sont pour moi intransférables. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis Wiggins alors que je compte sur lui? C'est parce que à ce stade-là, je n'exclus pas de trouver éventuellement plus tard un trade pour Wiggins, mais à condition qu'on me propose quelque chose ou que j'aille chercher quelque chose qui soit réaliste et qui puisse se réaliser en NBA. C'est étonnant, on tape les Clippers, c'est étonnant. Clippers, super équipe qu'on va taper alors qu'on est franchement pas génial. Bon, pourquoi pas, après tout, c'est de la simulation. On sait qu'en simulation, là sur NBA 2K, il peut arriver parfois pas mal de choses, même les plus étranges. Wiggins, c'est un cas un peu particulier, hein. Il a fait un super début de saison. Donc quand on voyait le super début de saison d'Andrew Wiggins, on pouvait se dire, ah non, il faut le garder ce gars-là. Il est en train de peut-être enfin accéder à la valeur où on pouvait l'espérer un jour. Il faut surtout garder Wiggins, il faut surtout pas l'échanger maintenant, ce serait trop dommage. On est hors des playoffs, hein. On est hors des playoffs à ce stade-là. Et donc c'est ce que je me suis dit, moi aussi, je me suis dit non, Wiggins, tu vas le garder, tu vas assumer ce contrat qui a été donné à Andrew Wiggins, et après tout, il y a moyen de bien faire avec ce joueur. Je le pense toujours. Je pense toujours qu'il y a moyen de bien faire avec Andrew Wiggins, et je pense pas m'en débarrasser, en tout cas, sauf en tout cas, et offre exceptionnelle, hein, sauf circonstances un peu imprévisibles. Donc, victoire aussi contre les Hornets. Vous avez vu qu'on est quand même plutôt sur des séries de matchs positifs, hein. Là, en cette fin du mois de février, on va pas tarder à attaquer le mois de mars. Quand même, voilà, défaite face aux Celtics. Ok, après ce sont les Nuggets qui se présentent, les Nuggets qui sont largement en tête de l'Ouest, en tout cas qui sont à la lutte avec les Lakers, qui sont pas mal du tout. Et c'est comme ça le premier match que je vais vous proposer. J'ai pris la manette, vous savez que j'ai les Nuggets aussi, hein, dans la partie. J'avais donc choisi de prendre un peu la température de cette équipe en My League. J'ai choisi de plutôt essayer de jouer avec les Nuggets pour jouer contre mon équipe des Wolves. Parce que jouer contre, ça permet toujours de s'apercevoir de certains trucs. Et après, voilà, j'avais changé ensuite de côté, vous avez vu, voilà, on est passé, on contrôle les Wolves, et on se dit, allez, ce serait sympa d'aller voir gratter ce match-là, qu'est-ce qu'on peut faire, pick and roll avec Van Lee par exemple, ok, ça fonctionne. Est-ce que la défense de Tig permet de maintenir quelqu'un comme Jamal Murray à des niveaux de scoring raisonnables? Oui, je pense que oui. Gorgui Dieng possède un shoot, bah, il faut toujours en profiter de ça, parce que Dieng, il a quand même des sacrées qualités, même si son contrat a été pas mal décrié, avouons-le. Et puis voilà, on a toujours de la présence quand même, hein, même si derrière il y a Plumlee qui fait les poubelles, mais toujours cette présence, et puis du shoot externe, c'est ça qui est quand même assez sympa. Quelqu'un comme Shabazz Napier qui a aussi fait le voyage, hein, au moment du sign and trade. Lui c'était un dommage collatéral du sign and trade de Russell du côté des Warriors en échange de KD. Donc dommage collatéral, c'est que Shabazz Napier et Graham se sont fait éjecter des... Je sais pas me tromper pour Graham, mais je crois. Se sont fait éjecter des Nets, hein, fatalement. Voilà. Wiggins, hein, capable de mettre des jolis posters aussi, hein, comme ça. Et du coup, en fait, on a récupéré Shabazz Napier comme ça en scred pendant l'été. Bah, moi, j'estime que Shabazz Napier, c'est pas mal du tout. Et du coup, ça me donne bien envie de lui donner une vraie importance en sortie de banc. Attention, on essaie de pas faire trop d'erreurs défensives. C'est quand même
un petit peu délicat. Il y a quand même trop de shoots ouverts qui sont laissés de ci, de là, aux uns et aux autres. Mais, on montre le bout de notre nez en cette fin troisième quart-temps, puisque on est passé devant, ce qui est déjà, allez, plutôt une performance à ce stade-là. Défense plus que correcte de Naz Reid qui permet ensuite à Okogie d'aller dunker assez facilement. On a pris 5 points d'avance à ce stade. On est un peu dans une lutte contre la montre pour essayer de réaliser ce qui paraissait quasiment impossible quelques semaines plus tôt et qui, pourquoi pas, pourrait être espéré à ce stade, à savoir arracher une place en play-off dans cette partie. En tout cas, c'est quelque chose que j'espère à ce stade-là et je pense que c'est réalisable. D'ailleurs, ce type de match ne peut que m'en donner vraiment la confirmation parce qu'on a vraiment des bonnes choses à faire. Regardez, joli contre là de Karl Anthony Towns pour ponctuer un quatrième quart-temps bien dominé. On a en plus été des chiens en défense à 3 points par rapport à des Nuggets qui ont été laborieux. Joueur du match, Shabazz Napier, on l'avait vu pas mal de fois, en train de sanctionner à mi-distance ou à 3 points. Et c'est une arme vraiment intéressante que ce Shabazz Napier. Et voilà, on va essayer de l'exploiter. 25 points en extrapolé avec un gros pourcentage. Au shoot, on est donc à 25 et 30. Rien n'est impossible à ce stade-là de la partie, puisque 25 et 30, ça laisse pas beaucoup de retard sur des équipes qui nous précèdent. Une grosse, lourde défaite du côté des Mavs. On joue, c'est marrant, coup sur coup, les Dallas Mavericks et le Miami Heat pour des destins assez opposés, puisqu'on a pris une trempe face aux Mavs et on en a mis une dans la foulée contre le Heat qui est très mal évalué en ce tout début de partie, qui prend des tôles et qui est bottom de l'Est dans la partie. Allez, on retrouvera après avoir soigné Covington et donc réintégré ce dernier à la rotation. On va retrouver encore une fois une opposition face aux Dallas Mavericks, toujours une équipe intéressante, même si je trouve aussi que dans le jeu, c'est comme le Miami Heat, elle est un peu méprisée et son pourcentage de victoire, c'est pas mal de fois que je simule des saisons, pourcentage de victoire des Mavs, il est assez dégueulasse. Bon, écoutez, c'est comme ça. Ensuite, on a juste, voilà, notre banc. Culver, Napier, Deng, Okogie, Jordan Bell, Naz Reid. Ok, ça fait pas rêver peut-être, mais je trouve que c'est pas si mal que ça. En tout cas, c'est pas un mauvais banc, je peux vous l'assurer, pour avoir joué des matchs. Vous allez en voir d'autres juste après. Avant de la fin de saison, je vais proposer un petit peu plus d'images à ce niveau-là. Je m'étais dit en fait, voilà, tu simules un certain temps et si tu vois que les playoffs sont possibles à un moment donné, donc vers le début avril, peut-être que là il y aura une série de matchs à jouer pour essayer de forcer le destin. Voilà. Une autre équipe qui est un peu en galère, c'est le Orlando Magic. D'ailleurs, on se les tape. Ok. Dans la foulée, les Pelicans qui n'ont pas un bon bilan non plus. Même si dans la partie, victoire. Zion Williamson, il est revenu plus tôt que ce qu'on va avoir là dans la réalité où on ne l'attend pas avant le mois de janvier. Zion Williamson. Et encore, il va falloir voir un petit peu comment tout ça se précise. Match du côté d'OKC. OKC qui s'avère être une nouvelle fois une forme de bête noire pour ces Wolves. Et vous allez voir, c'est pas fini non plus. C'est pas fini non plus. OKC est vraiment une équipe par rapport à laquelle on a du mal. On a vraiment du mal. Et c'est vrai que Jordan Bell étant, comme je vous l'ai mis, moins jeune que Naz Reid, j'ai un petit peu plus d'espoir sur Naz Reid que j'aimerais voir peut-être développer davantage en tant que rebondeur. Ce serait pas mal. Ça permettrait peut-être d'assurer un petit peu mieux, notamment sécurisation du rebond défensif que je trouve un peu insuffisante
À ce stade-là, match du côté de Portland, où on va prendre une tôle absolue. Ok, Phoenix dans la foulée, match du côté des Suns, victoire. Ça, c'est encourageant, parce que ça nous permet vraiment de nous rapprocher des 50%. Et on s'aperçoit à ce stade-là, d'ailleurs, les Suns font un bon début de saison, hein, une bonne même 3/4 de saison. On s'aperçoit à ce stade-là que c'était bien d'aller chercher cette victoire-là, parce que c'était vraiment face à un rival direct pour l'éventuel qualif en playoff. Ok, ensuite, Timberwolves qui reçoivent les T-Blazers. Pourquoi pas une victoire à nouveau. Les Sixers, dotés d'un bilan qui n'est pas conforme à ce qu'on pourrait espérer pour eux. Tiens, ils se refont contre nous, ils nous tapent. Ok, les Spurs, une équipe qui est en playoff là, à ce stade-là, et d'ailleurs qui confirme face à nous, une équipe donc qui fait une meilleure saison que mes petits Timberwolves à 35 et 37, rien n'est perdu, rien du tout n'est perdu, surtout qu'il y a une victoire ensuite du côté de Boston avant un match contre les Lakers. Je vais simcast et peut-être entrer en jeu si le score est serré pour essayer de maintenir l'écart. LeBron James et toute sa clique ont un très bon bilan, 55 et 18 avant ce match, ce qui fait que c'est pas évident d'aller, de recevoir en l'occurrence les Lakers. On voit que je fais jouer Towns actuellement là, qui est un petit peu blessé, mais on a trop besoin de lui dans cette tentative de run de fin de saison régulière pour aller en playoff. Les Lakers sont revenus à 1 point, balle à Tig. Tig est capable de faire de bonnes choses, vraiment de bonnes choses. Là en l'occurrence, c'est pas Tig directement, c'est plus Andrew Wiggins qui va comme ça nous gagner le match, on va pas se mentir, plus 4 à 10 secondes de la fin, même si LeBron James va rentrer 1-2 points longs. Jeff Teague en mode métronome au lancer franc pour ce qui s'annonce être une victoire des Wolves. Donc la remontée vers les playoffs est particulièrement bien engagée. Voilà, elle est très très bien engagée. Il va falloir confirmer ça encore avec d'autres matchs là, ceux qui vont venir. Vous allez voir, j'en jouer certains. 37 et 37, on est à 50%, c'est génial. C'est génial, ça veut dire qu'on est en fait plus qu'à un match des Suns, qui sont nos rivaux directs. On se retrouve encore face aux Mavericks, qu'on bat, donc on passe au-dessus des 50%. Ah, très mauvaise nouvelle, la blessure de Okogie, parce que Okogie, il est très très précieux, notamment par ses qualités athlétiques et son côté défensif. Je vous apprends rien. Okogie est quelqu'un sur lequel j'aime bien m'appuyer dans les moments un peu délicats. Bon, ok. Du côté des Knicks, maintenant, les Knicks qui restent une très très bonne saison, mais ça vous le savez déjà si vous avez regardé mes épisodes avec les Knicks. Défaite du côté des New York Knicks. Ensuite, les Pistons. Les Pistons, il faudrait les taper. Oh là là, ça se passe de pas grand chose. 1 point. On les prend, ça vaut pour la défaite du match précédent d'1 point aussi face aux Knicks. Ensuite, les Suns, victoire essentielle par rapport à ces Suns qui quand même conservent un petit peu d'avance. En fait non, il y a une égalité parfaite à 3 équipes, Suns, Thunder et Wolves, ce qui veut dire que la fin là va être juste explosive, avec notamment une défaite calamiteuse contre les Kings. Eh bien non, en fin de match, un sursaut assez incroyable, sursaut de ouf, qui permet de passer à 41 et 38. On est donc en bonne position pour aller en playoff à ce stade-là. Match contre les Lakers. Qu'est-ce que vous voulez faire contre les Lakers, honnêtement? Les battre une fois, c'est déjà de l'ordre du miracle, alors les battre 2 fois, j'ose même pas y penser, ce qui veut dire que, allez, je refais ma rotation, je vais jouer, puis je vais tenter un coup en fait. Tenter un coup contre les Clippers, parce que les Clippers, ils font jouer Kawhi Leonard en 4,
une majeure partie du temps. Je vais donc essayer de jouer Tall Ball, le truc vraiment totalement démodé, anti-NBA moderne absolu. Je vais faire donc mon Thibodeau qui comme ça avait des théories un petit peu dépassées lui aussi. Donc je vais jouer au Thibodeau Old School, Tall Ball avec Gorgui Dieng en 4. Allez, on va tenter le coup parce que c'est tout ce que j'ai à opposer finalement à ces Clippers, c'est leur mettre une équipe de grande taille en face et peut-être gêner Kawhi Leonard en espérant aussi que Paul George sera contenu par Robert Covington. Donc, allez, on est parti comme ça. Plus ça va et plus je pense aussi à une chose, c'est que pourquoi est-ce que Karl Anthony Towns ne pourrait pas être décalé au poste 4 si on avait un pivot un peu du type Capella, vous voyez. J'ai pas dit Capella, parce qu'à mon avis il bougera jamais, mais quelqu'un de type Capella qui tient la raquette et avec un Karl Anthony Towns qui nous ferait un peu du Anthony Davis aux Lakers, c'est-à-dire qu'il se retrouverait à jouer finalement poste 4. C'est pas inenvisageable en fait. Je sais pas, après peut-être que le joueur, IRL, le joueur ne doit pas vouloir jouer poste 4, Karl Anthony Towns, mais par contre, l'envisager comme ça, ce serait pas non plus du délire. Landry Shamet qui s'était frayé un joli passage, attention, shoot externe là, pour Karl Anthony Towns, ficelle qui nous permet de rester bien dans le coup. On est en deuxième quart-temps à égalité sur un match relativement défensif, en tout cas jusque là. Lou Will qui pique en contre-attaque, on n'attend pas grand chose d'autre de sa part, parce que c'est un joueur juste exceptionnel. C'est déjà un miracle qu'il nous rate celui-là. Allez, il faut essayer de profiter des contre-attaques autant que possible. Il y a un mismatch exploité. C'était dingue sur Shamet. Ensuite, on cherche aussi comme ça du shoot, même à mi-distance. C'est pas grave. Le mi-distance, Napier, il est capable de le gérer. Donc très intéressant là encore. Grosse défense, ballon volé. On est déjà, en fait, pour nous, c'est le money time à tout moment. Hein. Tellement on est à la lutte absolue pour aller en playoff. Évidemment, Kawhi Leonard nous sort des fadeaway de l'espace, mais après tout, il est capable de les sortir aussi dans la réalité, donc tout ça a du sens. Oh là là, le ballon qui a failli nous échapper. Heureusement, on a récupéré ce rebond défensif, et là, il y a un shoot ouvert pour Culver, yes. Ça fait swish, on est encore au contact de ces Clippers. Contré Paul George. Ça c'est Mo Harkless qui tente une pénétration. Mo Harkless qui est gêné. Allez, contre-attaque, Covington. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire parce qu'on a l'air d'être plutôt bloqué à ce stade-là. Andrew Wiggins. Et oui, c'est un mauvais shoot. C'est un mauvais shoot en fin de quart-temps. On est donc à égalité au moment d'entamer le 4e quart. Wiggins qui solidifie notre stop défensif en prenant le rebond. Et derrière Kawhi Leonard qui fait un chantier. Allez, shoot ouvert ou pas pour Culver qui est on fire. Il nous rentre des shoots hyper précieux, Jarrett Culver. Il a bien progressé en plus au fil de la saison, donc rien à dire. Culver, vraiment de l'or en barre. Derrière, fadeaway de RL, non, c'est pas son fond de commerce, ça, RL. Hein. Et dommage, le shoot raté ici. Heureusement, ça se bat derrière et bam, ça vient comme ça reprendre le score. On est vraiment sur la tangente. C'est très délicat ce match, il est très serré, il est assez passionnant à jouer. Allez Tig, tu vas pas faire de bêtises. Tig, tu vas donner la balle à Culver qui va peut-être provoquer soit du pick and roll, soit chercher un système en punch. Voilà, c'est ce qu'il fait. Petit punch pour le 4 qui sert Culver. Pourquoi est-ce que j'ai joué sur Culver? Évidemment, parce qu'il avait le mismatch de Lou Williams qui, s'il est offensivement brillant, reste quand même un trou en défense. Derrière, stop défensif arraché une première fois. Kawhi, attention, se retrouve avec en plus Gorgui Dieng en homme, donc il faut vraiment venir en aide. L'aide était beaucoup trop tardive, il n'y a pas eu de step out réellement de Karl Anthony Towns pour contester le truc. On est à +1. Il reste une possession pour chaque équipe a priori. Balle de nouveau sur le mismatch
balle à Culver, on va de nouveau servir au poste Karl Anthony Towns. Qu'est-ce qu'il va nous faire le 4? Eh ben il va nous faire qu'il resserre pour une copie conforme quasiment de l'action qui avait précédé. Il resserre Jarrett Culver, profitant toujours du défenseur Lou Will derrière le shoot de Leonard fait in and out, ce qui veut dire qu'on se retrouve sur la ligne pour le fall game et pour assurer la victoire. Yes, c'est donc une victoire assez probante qui est prise du côté des Clippers, et cette victoire elle permet vraiment d'y croire, même si vous allez voir juste après, rien n'est fait. Ce qui est encourageant, c'est qu'au niveau du rebond on a été vraiment balèze, et qu'au niveau du shoot à mi-distance, on s'est inventé une nouvelle spécialité. Des actions ici que je vous ai pas montrées, des actions du match, des shoots. Il y a eu comme ça donc un festival à mi-distance. On est déjà 3 en plus de ceux que j'avais inclus dans le résumé. Un 4ème, bam, pour Napier. En fait, ça a été un chantier au niveau de la mi-distance. Et ça me donne vachement d'idées. Donc je vous avais parlé d'une rotation totalement démodée, old school, avec comme ça Gorgui Dieng en 4, avec Karl Anthony Towns en 5. Là au final elle est pas si dégueu, et elle permet d'exister. En tout cas on a pris les Clippers là-dessus, et aussi sur notre adresse, sur les 2 points longs notamment. Et en plus il va falloir maintenant essayer de s'imposer face aux New York Knicks qui sont pas loin de régner sur la conférence Est, donc c'est une équipe qui est quand même plutôt en bonne forme. Donc là par contre Mitchell Robinson qui shoot à 3 points, je ne me l'explique pas, c'est un chantier ce début de match. Il y a une véritable lutte de tous les instants. Vous voyez, grosse intensité défensive dès le début. On a l'impression qu'on est en fin de 4ème quart-temps, pas du tout, au tout début. Et c'est déjà la lutte la plus totale. Attention, profitez de l'avantage de taille pour peut-être pénétrer. Voilà, pénétrer, pull-up, Jeff Teague, parfait. Très très bien joué de la part de Jeff Teague. En face, ça force les shoots. On a vu Julius Randle, il y avait également d'autres shoots forcés par-ci par-là. La contre-attaque du côté de... Voilà, quelle chance. Quelle réussite, la bête faute de Smith. Derrière, c'est Covington qui va de son 3 points. Jarrett Culver, dommage, ça aurait permis de faire un vrai break dans ce match s'il avait marqué ce panier. Kevin Knox qui réduit un petit peu l'écart. Allez, on va calmer tout ça, faire rentrer la rotation suivante. On sert au poste, toujours pareil, toujours les mêmes principes, punch 5. Yes, pour retrouver le porteur de balle initial, en l'occurrence si c'était Shabazz Napier. Napier et Teague, ils sont essentiels au poste 1. S'ils arrivent à faire le match qu'on attend d'eux, au niveau de l'adresse, au niveau comme ça de la distribution, eh bien on n'aura pas beaucoup de problèmes. En plus il a vraiment une vraie adresse, Shabazz Napier, il est plus qu'intéressant. Le mec est vraiment fort, est vraiment bien. En tout cas moi ça me plaît de l'utiliser. Hop. Terrible. Il y a quand même fort à faire face aux pénétrations des Knicks. On n'a pas grand chose à opposer par moment. R.J. Barrett qu'il faut essayer de contester, mais oui, très très bien suivi par Julius Randle. À ce stade-là, les Knicks sont repassés devant. Quand je vous disais qu'ils sont quand même pas mauvais, c'était évident. Ils sont pas mauvais du tout. Naz Reid qui va de ses 2 petits lancers francs pour essayer de nous maintenir dans le match. Derrière Smith, yes, qui rate le pull-up. Allez, il y a une contre-attaque à jouer. Contre-attaque sur Touquet, c'est de l'or en barre. Il faut essayer d'en profiter à 200%. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver comme solution? Peut-être un écran qui va faire reculer le défenseur pour le shoot ouvert de Culver en 2 points longs. Toujours le 2 points longs, notre nouveau fonds de commerce, cette révélation de fin de saison. J'avoue qu'avant ça, j'avais pas joué 1 milliard de matchs avec les Wolves, puisque je pensais, je ne jouerais que si, entre guillemets, nécessaire. Là, ça se passe plutôt pas mal, et le 2 points longs est une vraie révélation, avec de super spécialistes en la matière. Allez, le petit alley-oop pour prendre un petit peu plus d'avance. Encore une fois, l'importance de Jarrett Culver. Ellington qui force ici, qui permet
de ressortir la balle pour une contre-attaque. Évidemment, sur le côté athlétique, Wiggins est au-dessus de Kevin Knox. On n'a pas de grosses surprises à découvrir ça. Donc après, on va carrément proposer un floppy. Un floppy au 4. Qu'est-ce qu'il va nous faire le 4? C'est swish 38 à 30, alors qu'il ne reste que quelques secondes en troisième quart. Et le contre, encore une fois, de Karl Anthony Towns qui est déchaîné avec un écran illégal, mais qui est arrivé juste au même moment que le shoot de Napier, qui est donc accordé 3 points, permet de passer à plus 11, derrière encore de la dissuasion, encore des shoots un petit peu forcés du côté des Knicks, qui ont vraiment du mal à marquer des points, notamment dans la raquette. Allez, 4, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Prise à 2 ou pas? Non, ils font pas prise à 2, hein, les cocos. Hein. Eh ben, c'est carrément le fadeaway bras roulé, rien que ça, pour une victoire. Victoire qui nous assure donc la place en playoff qu'on pouvait tant désirer. Et honnêtement, c'est mérité, hein, au vu de la fin de saison là, au vu de ce que montre l'équipe, même s'il y a eu un pourcentage à 3 points qui a été complètement dégueulasse, même si donc en 2 points longs on est bon, et en shoot à 3 points on a été absolument dégoûtant. Encore un petit aperçu des performances en 2 points longs. Ouais, c'est une confirmation, hein. C'est une vraie confirmation. Oui, cette équipe en 2 points longs, et ça c'est l'improbable bras roulé à 6 mètres de Karl Anthony Towns, c'est juste mythique celui-là. Donc on arrache par là même notre place en playoff avec un joli apport de certains joueurs sortis du banc. Très bien. Donc Knicks en perdition, certains joueurs sont en perdition au niveau du pourcentage d'adresse sur ce match. Allez, du coup, je ne sors pas Deng du 5, je garde comme ça ma rotation. On est sur des récompenses individuelles que je vous ai déjà présentées. Hein. Je ne vais pas revenir très longtemps là-dessus. Donc Zion, Giannis, Mike Malone, etc. Les All-NBA Teams. Avec, pour le coup, qu'est-ce qu'il y a pour nous? Pas grand-chose, parce que Jojo Embiid, Niko Jokic et Anthony Davis ont squatté les places dans les NBA Teams pour ce qui aurait pu concerner Karl Anthony Towns, mais il ne mérite pas d'être All-NBA Team là-dessus, le 4. Donc là-dessus, franchement, rien à opposer. Il fait pas une saison qui mérite d'y être, donc il n'y est pas, tant mieux. Ça n'est que justice. Et premier tour des playoffs, on se retrouve face aux Denver Nuggets. Super. On se retrouve face à une des meilleures équipes de l'Ouest. Vous me direz quand vous terminez 7ème, vous ne pouvez pas jouer autre chose que le 2ème, donc c'est normal de prendre un gros morceau. Donc je vais jouer encore une fois ce match avec les Wolves parce que j'ai envie de tester cette équipe. Encore une fois face à une équipe très forte. On a vu que face aux Clippers ça avait bien réagi. On a vu qu'il y avait comme ça des bons comportements. On avait arraché aussi un match en fin de 4ème face aux Lakers quand j'étais entré en jeu. Donc franchement il n'y a pas de quoi trop faire de complexe face à cette équipe de Denver qui est évidemment très forte, mais qui n'est pas non plus injouable à chaque poste. Hein. Loin s'en faut. Tiens, jolie réaction de Michael Porter Jr. Jeff Teague, c'est le Jeff Teague game. Jeff Teague qui envoie du 3 points, en veux-tu, en voilà derrière, ça dissuade très convenablement. Jeff Teague fait une super fin de saison. Ça me fait de la peine parce que je projette quand même de m'en séparer à l'été qui suit. Mais super grosse fin de saison de Jeff Teague, joli panier d'Andrew Wiggins qui nous permet de passer devant à ce stade-là avec un Naz Reid qui est de plus en plus excitant parce qu'il impose sa puissance à l'intérieur dans bien des situations. Derrière, bam, tiens, mange-toi ça Plumlee. C'est le contre du 4. Ballon cafouillé. On était 5 points devant, on le reste, puisque stop défensif derrière c'est exploité évidemment sur la contre-attaque par la qualité athlétique de Jarrett Culver, la qualité athlétique surtout qui est un élément essentiel. Hein. Quand vous avez des joueurs athlétiques, vous avez de bonnes chances de vous faire plaisir manette en main et de pas subir la loi de l'IA autant que si vos joueurs sont plus lents,
saute moins haut, bref, court moins vite, on s'est compris. Shabazz Napier pour, encore une fois, une démonstration de 2 points longs. Voilà, 2 qui sont enchaînés, permettent de rester avec un petit matelas d'avance sur cette équipe des Nuggets qui quand même se rebelle par l'intermédiaire de Jokic. Encore un 2 points long cette fois-ci, c'est Jeff Teague. Les Nuggets qui en sont réduits là à quelques exploits, à l'image de Plumlee, c'est toujours bon signe quand l'IA est obligé de planter ce genre de panier là pour exister. Par contre, shoot ouvert pour Bradley Beal, ça par contre c'est très mal défendu. C'est très mal défendu, on se retrouve encore avec Covington à mi-distance, encore une fois. Décidément, c'est le thème de cette toute fin de saison, en tout cas ces playoffs là, ce qui empêche quand même pas, voilà, on a vu Jokic à l'instant, les Nuggets de recoller au moment où Andrew Wiggins décide de sortir de sa boîte sur un 3 points un petit peu au-delà même de la ligne à 3 points, énorme. On attend le coéquipier pour jouer. Non, c'est pas évident, il va falloir repartir sur du pick and roll ici avec peut-être, oui, le pull-up de Wiggins qui décidément joue un rôle capital en cette fin de match. Plus 6 avec une jolie contestation là encore à l'intérieur. Encore du 2 points long signé Jeff Teague pour le plus 6. Il reste un petit peu plus d'une minute. Ça sent quand même plutôt pas mauvais, même si Murray nous ramène tout ça. Et derrière, il y aura aussi une action qui fait que on est obligé de se servir de notre botte secrète, le Punch 5, où on a comme ça le porteur initial, Culver en l'occurrence, qui vient récupérer la passe du pivot. Et on se retrouve donc à plus 3 avec une énorme contestation. Oh là là, Jokic qui gobe tous les rebonds pour en plus se permettre dans la foulée d'aller provoquer la faute. Ce sont des lancers francs qui vont comme ça permettre aux Nuggets de recoller à 1 point. Jokic très très sérieux, très très solide, on ne le découvre pas. Derrière, le fall game, évidemment, comme on en a l'habitude, l'IA va faire faute et moi je vais donner la balle à mon meilleur tireur de lancer franc, j'ai nommé Jeff Teague qui fait un match héroïque. Voilà. On l'avait vu à la passe, beaucoup à la passe sur un ou deux matchs précédents, et là c'est plutôt du scoring pour Jeff Teague qui vraiment se sera éclaté sur ce match là. Attention quand même, c'est loin d'être terminé quand il y a plus 3, et oui, ballon perdu sur une jolie main qui traîne de Culver pour empêcher la passe, et donc les lancers pour Teague. Non, c'était Teague en plus, je crois qu'il a intercepté. Bref, voilà, plus 5, il reste plus de temps mort pour les Nuggets qui donc vont devoir jouer un petit peu au Hero Ball comme l'IA en a l'habitude, sauf que cette fois-ci c'est dedans, ce qui va nous en obliger encore. Si je prends temps mort pour sécuriser, hop, je mets plutôt Towns sur la ligne. En fait j'ai plusieurs tireurs qui sont pas loin des 88% au lancer franc, ce qui veut dire que vous mettiez à la limite Towns ou Teague ou même Shabazz Napier, vous avez un bon pourcentage cette fois-ci. Je pense que c'est réglé si tout va bien, à condition de ne pas faire faute et de ne pas provoquer le 3+1, ce qui sera évidemment pas le cas. Match donc remporté en ce premier tour des playoffs du côté de Denver, où on va faire tomber le deuxième de la conférence Ouest, qui laisse quand même un avant-goût des possibilités de ces Wolves en playoff en fait. C'est assez énorme, hein. Je parle dans la partie bien sûr. Grosse possibilité pour cette équipe, puisque au fond Denver, si on serre un petit peu le jeu, on arrive à se les taper. Voilà, grosse perf avec du très très bon Jeff Teague, on l'a déjà dit. Toujours le règne de cet art démodé que peut être le shoot à mi-distance, en l'occurrence plutôt même le 2 points long
en ce qui nous a concerné sur ce match-là. Towns a souvent été pris à 2. Pour ça, j'ai dû souvent ressortir la balle. Après, le reste, je vais le simcast. Hein, parce que, bon, on n'est pas sur une saison où j'ai pour ambition d'aller gagner quoi que ce soit. Donc, il faut voir ce que ça donne un simcast. Et si on se fait sweep, en tout cas, gentleman sweep, eh ben, tant pis, c'est pas grave. On reviendra l'année qui suivra. Mais au moins, déjà, on termine l'année avec des certitudes. Ce qui est toujours ça de prix par rapport à un début d'année où on savait pas vraiment où on pouvait aller. Donc tableau des playoffs que vous connaissez, puisque je vous ai déjà montré en fait un épisode des Nuggets qui traitait de ça. Donc on sait très bien quelle va être l'issue. On va se faire taper et la saison va s'achever. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire à ce stade-là? Bah, c'est que par rapport à la rotation de l'été qu'il va falloir ajuster, je vous montrerai ça à l'épisode prochain, il y a des mecs qui vont être des locks, hein, évidemment, Towns, Wiggins, Covington, Culver vont être des locks, Napier dans sortie de banc, Deng, je ne compte pas les changer non plus, et puis par contre il va falloir voir comment est-ce qu'on s'arrange au poste 1, parce que Jeff Teague, je pense, ne pas avoir l'envie de prolonger quand même malgré cette excellente fin d'année. Je pense pas le conserver. On va partir sur un autre projet avec plus de temps de jeu aussi pour Okogie. Puis il faudra voir aussi ce que donnera la draft. Voilà. Je vous dis donc à plus pour un épisode suivant. Bye bye.